Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. Après le vote le 10 mai dernier par l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle sur l'équilibre des finances publiques, c'est au tour du Sénat de se pencher sur ce qu'on appelle la règle d'or qui est censée accompagner le retour du déficit public de 7% à 3% du PIB d'ici à 2013. Les sénateurs auditionnent les ministres Michel Mercier et François Baroin, car je vous rappelle que ce texte prévoit d'inscrire dans la Constitution le principe de loi cadre qui programme sur au moins 3 ans les efforts que la France doit fournir pour parvenir à cet équilibre budgétaire. Ce texte sera examiné en séance publique le 14 juin prochain au Sénat, mais pour être adopté définitivement, il faut passer par un vote du Parlement réuni en congrès à Versailles, mais pour l'heure, aucune date n'a été fixée. Tout de suite, donc, cette audition. Très bonne fin d'après-midi à tous. Alors, mes chers collègues, donc, je remercie bien sûr Monsieur le garde des Sceaux et Monsieur le ministre du Budget, des Comptes publics, de la fonction publique, de la réforme de l'État et porte-parole du gouvernement. Mais ça, bon, c'est oui. Hein, et Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Hein, public. Hein, ou privé, enfin, toutes les libertés. Et les libertés. Bon. Mes chers collègues, je les remercie donc de venir exposer le projet de loi constitutionnelle. Donc je vous rappelle que s'agissant d'un projet de loi constitutionnelle, l'examen suit la procédure classique sans établissement d'un texte de la Commission. La Commission des lois examinera la semaine prochaine le projet, et la Commission des finances et la Commission des affaires sociales la semaine du 7 juin. Voilà, pour vous donner un peu d'indication. Donc, je vais donner immédiatement la parole au ministre. Monsieur le garde des Sceaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les Présidents, je veux par là même m'adresser à Bugaddini, à Jean-Jacques Hyest et à Jean Arthuis, Messieurs les rapporteurs généraux, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le Sénat, et plus particulièrement les commissions des finances et des affaires sociales, a toujours eu à cœur de garantir l'équilibre des finances publiques. Et je peux en parler en connaissance de cause pour avoir siégé de nombreuses années au sein de la commission des finances du Sénat et savoir l'importance que vous attachez à l'équilibre budgétaire. Pour citer M. Philippe Marini, nous ne pouvons plus cautionner, selon son expression, l'insoutenable légèreté de la dette. Depuis 30 ans, les déficits s'accumulent et l'endettement s'accroît. En outre, la crise économique et financière sans précédent qu'a connue l'économie mondiale entre 2008 et 2010 a soumis l'ensemble des pays développés à des tensions inédites sur le financement de la dette souveraine. C'est dans ce contexte qu'en 2009, vous appeliez de vos vœux des décisions fortes pour réduire les dépenses et préserver les recettes. Vous soulignez en particulier que des règles de bonne gouvernance des finances publiques étaient à inventer. Dans sa très récente étude économique sur la France, l'OCDE a reconnu la pertinence de la trajectoire d'assainissement prévue par le gouvernement jusqu'en 2014. Trajectoire dont d'ailleurs les derniers chiffres connus montrent la soutenabilité et la cohérence. Mais l'OCDE a aussi souligné que la France aurait intérêt à se doter d'un cadre budgétaire renforcé à valeur constitutionnelle pour donner toute l'autorité nécessaire à l'accomplissement de ses objectifs. Et c'est ce que vous propose le gouvernement avec le projet de loi constitutionnelle qui sera très prochainement soumis à votre examen, comme vient de le rappeler le président Jean-Jacques Hyest. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 avait déjà posé quelques jalons. Elle prévoyait notamment à l'article 34 de la Constitution que les orientations pluriannuelles des finances publiques seraient définies par des lois de programmation s'inscrivant dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. Avec le projet de loi, le gouvernement vous propose de franchir une étape supplémentaire en inscrivant dans la Constitution le principe et les modalités institutionnelles d'un retour durable à l'équilibre des finances publiques. En effet, la Constitution ne se limite pas à organiser le fonctionnement de nos institutions, elle est aussi l'expression du pacte social qui unit chacune et chacun d'entre nous autour d'un projet commun. Vivre ensemble, c'est adopter un comportement responsable vis-à-vis des générations futures,
afin de ne pas obérer l'avenir. Être responsable, c'est en finir avec le creusement des déficits et de l'endettement public. Nous ne pouvons reporter à plus tard les choix qui s'imposent à notre génération et compromettre ainsi la liberté de choix et l'indépendance financière et économique des générations suivantes. Ces risques ne sont en rien hypothétiques. Comme chacun ici le sait, plusieurs pays européens y ont été durement confrontés, contraints de faire appel à l'aide internationale, et l'actualité même aujourd'hui se rappelle tout à fait à nos souvenirs. Ce révélateur brutal nous a renforcés dans la conviction qu'il faut intensifier nos efforts pour une meilleure gouvernance des finances publiques. La réflexion approfondie qui a mené à cette fin le gouvernement depuis plus d'un an, avec l'expertise de M. Chamser et Cotis et de M. Candesu, nous a permis d'aboutir au projet qui vous est soumis aujourd'hui. Lors de son examen par l'Assemblée nationale, a apporté plusieurs modifications au projet de loi, tout en souscrivant très largement à sa finalité et à la pertinence de la démarche. Celle-ci suppose la mobilisation tant du gouvernement qui prépare le budget et l'exécute que du Parlement qui le vote et le contrôle. Les grands axes du projet ont ainsi pu être précisés, qu'il s'agisse du monopole des lois de finances et de financement de la sécurité sociale en matière fiscale, des nouvelles lois cadres d'équilibre des finances publiques ou de l'information du Parlement sur le pacte de stabilité. Et mon collègue et ami François Baroin reviendra très naturellement plus longuement et plus en détail sur l'ensemble de ces questions. Mais je voudrais simplement évoquer les grandes lignes du dispositif tel qu'il vous est soumis aujourd'hui. Tout d'abord, le premier objectif du texte est simple. Il s'agit de réserver les dispositions relatives aux prélèvements fiscaux et aux recettes sociales aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Le projet de loi modifie l'article 34 de la Constitution pour éviter la dispersion des dispositions fiscales et sociales dans l'ensemble des textes législatifs, dispersion qui nuit à la cohérence globale de notre stratégie de prélèvements obligatoires. Ce dispositif instaure donc une responsabilité commune du gouvernement et du Parlement sur les niches fiscales ou sociales. Ainsi, les parlementaires qui souhaiteront de nouveaux prélèvements obligatoires pourront le proposer par voie d'amendement à la loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Le gouvernement, quant à lui, ne pourra plus prendre, notamment par voie d'ordonnance par exemple, des mesures relatives à la fiscalité ou aux ressources de la sécurité sociale. L'Assemblée nationale a approuvé le principe du monopole des lois financières pour créer des prélèvements obligatoires, mais en s'inspirant, quant aux modalités de contrôle de cette règle nouvelle, du dispositif prévu à l'article 41 de la Constitution, s'agissant, cette fois-ci, de la frontière entre la loi et le règlement. Ainsi, le dépôt de propositions de loi ou d'amendements contenant des dispositions fiscales ou relatives à d'autres ressources de la sécurité sociale restera possible. Mais le gouvernement ou le président de l'Assemblée concernée aura désormais, non pas certes l'obligation, mais la faculté, à tout moment de la procédure législative, d'opposer une irrecevabilité. En cas de désaccord, c'est au Conseil constitutionnel qu'il reviendrait de trancher le différend, sachant que lorsqu'il sera saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel aura le pouvoir, et même le devoir, de censurer les dispositions en cause, et ceci alors même que l'irrecevabilité n'aurait pas été soulevée dans les débats. J'ai le sentiment, mesdames et messieurs les sénateurs, que le compromis ainsi élaboré répond à l'ensemble des préoccupations exprimées jusqu'alors sur la question de ce qu'il est convenu d'appeler le monopole fiscal. La seconde mesure phare du projet est relative à la création des lois cadres d'équilibre des finances publiques. Ce nouvel instrument juridique est l'une des innovations majeures du texte. Les lois cadres dont la durée d'application a été fixée à au moins 3 ans par l'Assemblée nationale fixeront pour chaque année un objectif constitué d'un maximum de dépenses et d'un minimum de recettes qui s'imposeront annuellement aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. À l'initiative de l'Assemblée nationale, le texte prévoit expressément une obligation de rattrapage. Les écarts constatés lors de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement
de la sécurité sociale devront être compensés d'une année sur l'autre. Grâce à ce cadre budgétaire renforcé de valeur constitutionnelle, nous nous donnerons les moyens de réaliser l'objectif d'équilibre des comptes publics. Les députés ont également précisé que, comme il est naturel, la loi cadre pourrait être modifiée en cours d'exécution afin de pouvoir s'adapter à l'évolution de la conjoncture économique. C'est ce que la France a dû faire lors de la récente crise pour mettre en œuvre le plan de relance. Cette flexibilité doit cependant être très clairement encadrée pour garder tout son sens à la programmation et préserver ainsi l'objectif de retour à l'équilibre budgétaire. L'Assemblée nationale a donc prévu que les modalités de modification des lois cadres soient inscrites dans la loi organique. J'appelle votre attention sur le fait que cette solution doit être examinée avec beaucoup de soin pour ne pas vider le principe de la loi cadre de sa substance. Deuxièmement, l'Assemblée nationale a également souhaité que les lois de finances et de financement de la sécurité sociale soient désormais soumises de plein droit au Conseil constitutionnel afin que celui-ci puisse examiner leur conformité à la loi cadre qui elle-même aura fait l'objet d'un contrôle de plein droit. Cette solution, certes relativement complexe, car elle fera coexister pour les lois financières annuelles un contrôle systématique par rapport aux lois cadres et un contrôle sur saisine par rapport aux autres éléments du bloc de constitutionnalité, a toutefois le mérite de garantir un contrôle constitutionnel complet et d'assurer ainsi la parfaite crédibilité du dispositif de retour à l'équilibre, et c'est là un des objectifs essentiels du gouvernement. Enfin, le texte confère une valeur constitutionnelle à l'information du Parlement sur les orientations du programme de stabilité européen. Le texte prévoit en effet que le projet de programme devra obligatoirement être adressé aux assemblées avant sa transmission aux institutions de l'Union européenne. Approuvant cette logique, l'Assemblée nationale a souhaité que le Parlement dispose d'au moins 2 semaines pour l'examiner. Elle a également complété le mécanisme afin que le projet de programme de stabilité soit systématiquement soumis à l'examen d'une commission permanente et qu'à la demande du gouvernement ou d'un groupe parlementaire, le projet puisse faire l'objet d'un débat en séance suivi d'un vote qui n'engagera pas la responsabilité du gouvernement. Cette approche souple est cohérente et adaptée. Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'Allemagne a écrit dans sa constitution un calendrier de retour à l'équilibre budgétaire. Le gouvernement vous propose certes une méthode différente, mais la finalité est la même. L'inscription à l'ordre du jour de votre Assemblée de ce projet de loi, comme d'ailleurs nos efforts actuels, n'est pas un geste de circonstance, Monsieur Colomba. Elle s'inscrit dans une démarche de long terme visant à garantir notre modèle social et notre souveraineté pour les générations futures. Tous, nous sommes parfaitement conscients que l'on ne peut plus obérer l'avenir en vivant à crédit par le creusement des déficits, et tous, j'en suis sûr, nous nous retrouverons sur les principes qui sous-tendent le projet qui vous est soumis et sur les mécanismes qui l'instituent. Je vous remercie. On est en commission, c'est pas là. Oui, c'est pas. Hein. Monsieur le... Mais Madame Bricq voulait applaudir, mais elle n'a pas pu. Regardez. Ah, mais je peux vous donner un peu de mon temps de parole pour que vous applaudissiez le garde des Sceaux, Madame Bricq, il n'y a pas de problème. Vous n'en voulez pas. Mais sur votre autorité, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Président de la Commission des finances, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, vous me pardonnerez, je serai probablement un peu redondant au regard des propos de présentation du garde, mais c'est assez logique, je rentrerai juste dans 2 ou 3 détails complémentaires. Et avec Michel Mercier, nous tenons à votre disposition naturellement pour répondre à vos questions. Je rappelle évidemment que ce texte marque une étape décisive dans un processus qui est engagé, comme l'a dit le garde des Sceaux, depuis maintenant plus d'1 an et demi,
puisque à l'issue de la première conférence sur le déficit, le président de la République avait voulu rénover radicalement la gouvernance de nos finances publiques. C'est un constat qui s'appuyait et se fondait sur l'évolution de l'endettement de la France durant les 30 dernières années. Le rapport Champsaur et Cotis, effectivement, avait bien montré qu'entre 1978 et 2008, l'encours de la dette a été multiplié par 18, et évidemment, ce phénomène a été largement amplifié par la réalité de l'impact de la crise dans la situation de nos finances publiques en France, comme d'ailleurs dans la plupart des autres pays occidentaux et de l'Union européenne. Il suffit de constater l'actualité récente pour s'en convaincre. Cette récession mondiale de 2008-2009, avec l'effet des stabilisateurs automatiques en recettes, ont joué un rôle non négligeable dans cette évolution récente de l'endettement. Mais ce que l'on peut noter au cours de ces 30 dernières années, c'est évidemment l'insuffisante maîtrise de nos comptes qui est à l'origine de la dérive dans cette globalité. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État l'an dernier a exprimé le souhait de voir l'ensemble des administrations publiques se doter d'une règle d'équilibre, et il a demandé à cette époque à Michel Cantu de présider un groupe de travail sur ce sujet. Dès l'été 2010, nous avons appliqué toutes les recommandations de la commission Cantu, qui pouvaient l'être à cadre constitutionnel inchangé. Ça s'est traduit notamment par le vote de la loi de programmation des finances publiques. Cette loi est en quelque sorte la préfiguration de ce qui vous est proposé dans le texte constitutionnel qui portera le nom de loi cadre d'équilibre des finances publiques. La loi de programmation, je le rappelle, nous emmène sur des périodes triennales, glissantes, qui offrent une faculté pour le gouvernement de proposer au Parlement des objectifs intangibles en matière de réduction de déficit et évidemment une stabilité de nos finances publiques en agissant sur les différentes sources de dépenses de l'État, des collectivités locales, d'assurance maladie. Fixant dans la Constitution, en changeant les dénominations et en appelant loi cadre, on donne une dynamique forte et puissante et une cohérence à la gestion dans le calendrier d'échéances qui correspondent à autant de rendez-vous, aussi bien du gouvernement vis-à-vis du Parlement que de la France vis-à-vis de ses partenaires européens. Cela permettrait aussi de fixer, dans le cadre de cette programmation, des plafonds globaux par mission de dépenses de l'État, ainsi que l'impact annuel minimal de mesures nouvelles en recettes. Et nous avons également adopté, sous l'autorité du Premier ministre, qui avait adressé une circulaire, ces mesures qui sont évidemment aussi contraignantes pour la représentation nationale qu'elles doivent l'être pour le gouvernement. Et le gouvernement s'est appliqué à lui-même, à travers la circulaire de juin dernier, les dispositifs conférant le monopole des mesures fiscales ou relatives aux recettes sociales à l'intérieur de la loi de finances ou de la loi de financement de sécurité sociale. Notre objectif sur ce point est à présent de consolider définitivement ce que nous considérons, et ce que je crois être une réalité pour tous, des avancées en les inscrivant dans notre loi fondamentale. Sur les grands axes, sans redire ce qu'a très bien dit Michel Mercier, juste rappeler que le gouvernement propose d'inscrire dans la Constitution donc 3 séries de dispositions. Les lois cadres, je n'y reviens pas, je crois que vous avez l'esprit, nous avons l'expérience avec les lois de programmation. Je veux juste souligner une fois encore que ce sont des obligations aussi importante pour l'exécutif et qui, en liaison avec le Parlement, devra aussi prendre la mesure de l'impact budgétaire de ces politiques publiques. Nous sommes là aussi dans la cohérence de la dernière révision de notre loi fondamentale. J'ajoute que ces lois cadres d'équilibre des finances publiques pourront être soumises à un double contrôle du Conseil constitutionnel. D'une part, avant leur adoption, elles lui seront systématiquement déférées, et d'autre part, le Conseil constitutionnel vérifiera chaque année la conformité des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale à l'effort programmé en loi cadre. Toute majorité, désormais, devra prendre ses responsabilités et inscrire son action en cohérence avec l'objectif de moyen terme d'équilibre des finances publiques qu'il se sera assigné. Le deuxième axe de la révision constitutionnelle a pour objet d'éviter la dispersion des dispositions fiscales et sociales dans l'ensemble des textes législatifs. Avant de détailler cet aspect du projet, je veux rappeler que le gouvernement s'est imposé cette discipline. Je le redis une nouvelle fois, notre trajectoire des mesures de prélèvement obligatoire sera fixée ainsi de manière impérative dans les lois cadres, et il nous apparaît naturellement cohérent de vouloir centraliser l'ensemble des mesures de nature fiscale ou sociale. Je me permets de rappeler que
L'addition des mesures dérogatoires au droit commun en matière fiscale représente, parlant sous le contrôle du président de la Commission des finances et du rapporteur général, environ 75 milliards. Pour les dispositifs dérogatoires de nature sociale, ça représente 45 milliards. Et nous avons l'histoire récente de ces 25-30 dernières années, sans montrer du doigt tel ou tel gouvernement, l'expérience suffisamment acquise de l'addition de mesures qu'on appelle niches, sociales ou fiscales, dans des textes, soit sous l'impulsion du gouvernement, soit d'initiative parlementaire. Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens, compte tenu de la situation de nos finances publiques, d'aller plus loin dans ce type de développement. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, dans le respect des dispositions des lois cadres, le travail sera facilité pour le Parlement dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale et pour le Conseil constitutionnel dans les nouvelles prérogatives qui lui sont conférées. Cette nouvelle règle contribuera aussi à limiter le foisonnement de toutes ces niches qui sont de source de complexité, d'incohérence, de perte de recettes pour l'État, et c'est un point sur lequel évidemment nous sommes très attentifs. Nous voulons également mettre un terme au mitage inexorable de ce système fiscal. À ce titre, l'inscription dans notre Constitution d'un monopole des lois de finances et de financement de la sécurité sociale nous semble essentielle. C'est vraiment un élément qui correspond à une colonne vertébrale de ce vers quoi le gouvernement veut tendre et aussi de la nature profonde de la puissance des engagements que la France prend vis-à-vis de ses partenaires européens. Et nous souhaitons vraiment qu'une telle disposition puisse voir le jour. Nous demeurons naturellement soucieux de respecter l'initiative parlementaire en matière de recettes fiscales et sociales. Il nous semble que la nouvelle rédaction de l'article 34 que nous vous proposerons n'apportera qu'une restriction formelle, en aucun cas matérielle à l'initiative parlementaire. Des dispositions d'origine parlementaire pourront toujours intervenir sur tout sujet fiscal, mais tout simplement pas à tout moment. Par ailleurs, dans le texte qui vous est proposé, il convient de souligner que la présente révision vise à faire du monopole un motif d'inconstitutionnalité. C'est évidemment ça le sens de la démarche de cette révision constitutionnelle, et pas nécessairement d'irrecevabilité des propositions de loi ou des amendements parlementaires. Le dépôt des propositions de loi ou d'amendements contenant des dispositions fiscales ou sociales concernant les recettes serait donc possible, mais le gouvernement ou le président de l'Assemblée concernée pourrait, à tout moment de la procédure législative, soulever l'irrecevabilité pour méconnaissance du domaine des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Nous avons donc opté, au cours du débat en première lecture à l'Assemblée, pour une application souple du monopole qui consiste à admettre la mise en discussion d'articles et amendements parlementaires à caractère fiscal. La charge incomberait ensuite au Conseil constitutionnel, en cas de recours, de censurer les dispositions non conformes au nouvel article. Je le rappelle, on pourra toujours, d'initiative parlementaire, examiner les mesures de cette nature, mais pas à tout moment. Et comme vous savez que dans le calendrier budgétaire, il est, dans l'histoire récente, et même un peu passé, d'usage et presque désormais d'habitude de traiter de projets de loi de finances rectificative. Et nous allons d'ailleurs cette année même inaugurer le principe d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Vous voyez que ce sont des rendez-vous réguliers qui ne donnent pas un horizon trop lointain lorsqu'une initiative parlementaire voudra aussi s'engager sur le domaine de l'exception fiscale ou de l'exemption sociale. Enfin, c'est le troisième axe de notre projet de révision constitutionnelle. Nous voulons inscrire dans la Constitution le principe d'une meilleure association du Parlement dans le cadre de la nouvelle procédure dite du semestre européen. Nous souhaitons là encore graver dans le marbre ce que nous avons fait à 2 reprises, au début de l'été dernier et il y a encore quelques semaines, pour ce qui concerne la transmission systématique des programmes de stabilité au Parlement avant, je dis bien avant, qu'ils ne soient adressés à la Commission européenne. Je dois à la vérité de dire, pour ceux qui ont participé à nos travaux, aussi bien devant la Haute Assemblée qu'à l'Assemblée nationale, que c'était de qualité et que le principe même de l'engagement a aussi beaucoup de vertus pour l'exécutif, dans la force, dans la sincérité, dans la puissance de la parole engagée au titre de notre pays vis-à-vis de ses partenaires. Je veux le rappeler, là encore, la constitutionnalisation de cette troisième règle est un engagement fort du gouvernement en faveur du Parlement. C'est une avancée indiscutable par rapport à la situation antérieure. C'est aussi une avancée par rapport à nos partenaires qui, je le rappelle, sont encore
très peu nombreux à prévoir une évolution comparable de leurs procédures. Il n'est pas douteux que le modèle français servira de référence dans ce domaine, puisque le rendez-vous du semestre européen s'appliquera à tous les membres de l'Union. Il me semble qu'en inscrivant une telle mesure dans notre Constitution, le gouvernement veut marquer l'importance qu'il accorde au rôle des parlementaires dans la maîtrise et la gouvernance des finances publiques de notre pays. Voilà, Monsieur le Président Hyest, Mesdames, Messieurs les Présidents, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Rapporteur, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, sans avoir été trop répétitif, je l'espère, par rapport aux propos du garde, mais suffisamment précis pour ensuite nourrir un débat sous votre autorité, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, si vous permettez, je vais poser quelques questions, plutôt constitutionnelles. Enfin, les autres aussi. Tout le monde va poser des questions constitutionnelles ce soir. Et puis après, j'ai le président Arthuis et le rapporteur général du budget, Philippe Marini, qui sont co-rapporteurs pour la Commission des finances. Pour la Commission des affaires sociales, M. Alain Vassel est rapporteur général et rapporteur pour avis. Et la présidente de la Commission voudra aussi prendre la parole, Madame la Présidente. Et puis ensuite, mes chers collègues, vous pourrez interroger les ministres. Alors, bien entendu, dans un... Demain ou après-demain, il y aura les séances publiques, enfin, il y aura tout un tas de raisons et d'occasions pour nous exprimer. Alors, messieurs les ministres, j'ai été très frappé sur le... je tiens à dire que l'article 2 bis et l'article 9 bis ne figuraient pas dans le projet du gouvernement. Les articles 2 bis et 9 10, qui concernent le respect du monopole, ne figuraient pas dans le projet du gouvernement. Et Monsieur le ministre du Budget, j'ai bien dit que le fait de ne pas respecter la règle du monopole est un motif d'inconstitutionnalité. Et je pense que à l'Assemblée, dans le débat, etc., on est passé vite à un problème d'irrecevabilité, ce qui est autre chose. Et quand on m'invoque la jurisprudence du Conseil constitutionnel, certes, il y a la jurisprudence de l'article 41, le non-respect de ces irrecevabilités, mais en fait, on met dans la révision constitutionnelle que le fait de ne pas respecter la règle d'or, c'est un motif d'inconstitutionnalité. Donc, à partir de ce moment-là, qu'il y ait recevabilité ou pas, que ça ne soit pas passé, c'est anticonstitutionnel. Et donc, pourquoi aller chercher des détours et des retours? Moi, je dis ou bien clairement, c'est inconstitutionnel si le Conseil constitutionnel est saisi, ce que vous dites d'ailleurs, si le Conseil constitutionnel est saisi, il sera obligé de dire c'est contraire à la Constitution. Je me permets de faire cette observation parce que je comprends bien, j'ai lu les débats à l'Assemblée, etc., l'irrecevabilité, vous savez très bien qu'elle est très peu mise en œuvre, la recevabilité de l'article 41, moi je ne l'ai jamais vue. Hein? Oui. Au Sénat, non, enfin, bon, peut-être une fois à l'Assemblée, parce qu'en plus, s'il y a des accords entre le gouvernement et le président de l'Assemblée, il faut aller au Conseil constitutionnel. Vous voyez que c'est quand même d'une simplicité. Bon, et puis, mais par contre, l'inconstitutionnalité, ça, d'ailleurs, l'article 40, je rappelle aussi, motif d'inconstitutionnalité aussi, et puis tout un tas d'autres règles qui sont contraires à la Constitution. Donc, je me demande si on ne va pas chercher, si on n'est pas un petit peu contradictoire, en ce qui concerne, et d'ailleurs, c'est les ajouts qu'on a apportés. Deuxième question, mais ça, c'est la règle du monopole qui a sa cohérence. Mais, bien entendu, on ne peut que examiner avec attention les conséquences sur le travail parlementaire. Parce que l'examen d'une réforme, par exemple, on en a eu. Je vais parler de réformes récentes, hein. Réforme des retraites, logement, environnement, recherche, etc., ne pourra plus s'accompagner d'une discussion des moyens, qui est renvoyée au projet de loi de finances ou au projet de loi de financement de la sécurité sociale. La discussion des projets de loi de finances et des projets de loi de financement dont va concentrer un nombre important de dispositions complétant les réformes adoptées au cours de l'année. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, quand il s'agit d'une réforme importante, l'occasion parfois de présenter un projet de loi de finances rectificative, parce qu'autrement on va être un petit peu, je ne sais pas comment, enfin je ne vois pas comment on fait concrètement. On vote une réforme mais sans les moyens, on dira les moyens. Alors ça arrive, hein, c'est pas.
Mais si c'est simple, c'est facile. Mais quand c'est vraiment une réforme d'importance, je ne sais pas comment on fait. Alors, bien entendu, je me permets de vous dire que cette question revêt un aspect plus crucial pour le Sénat. Car l'article 72.2 de la Constitution impose que tout transfert de compétences de l'État aux collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources nécessaires. C'est la Constitution. Avec la règle du monopole, les dispositions financières et celles organisant le transfert ne peuvent se trouver dans le même texte, ce qui pose deux questions. Comment assurer la discussion de la réforme et de son volet financier de façon coordonnée, alors que la Constitution donne au Sénat la priorité pour les textes relatifs aux collectivités territoriales et à l'Assemblée nationale la priorité pour les projets de loi de finances? Comment le Conseil constitutionnel pourra-t-il apprécier le respect de l'exigence de compensation à l'occasion du contrôle sur le texte opérant le transfert de compétences? Bien entendu, j'ai lu récemment dans les débats à l'Assemblée qu'on n'était pas des vrais parlementaires, qu'on n'était pas représentants du peuple, etc. Mais néanmoins, la Constitution n'est pas dans ce sens-là. Il faudra que certains, très brillants, relisent la Constitution. Voilà. Alors, autre question, le monopole s'appliquera indifféremment aux mesures qui diminuent les recettes, les dépenses fiscales ou niches, et à celles qui les accroissent ou en maintiennent le niveau global. Donc, on peut même plus gager une perte de recettes par une majoration d'imposition. Mais, alors, quid des dispositions qui ont pour conséquence une augmentation des ressources publiques? C'est aussi dans les lois de finances, je suppose. Alors, messieurs les ministres, j'ai fait une petite recherche, parce que c'est toujours intéressant. L'impact de la règle du monopole sur les finances publiques, de 2000 à 2009, c'est 68 milliards d'euros de baisse d'impôts consentis. En fait, 57 milliards d'euros sont imputables à des mesures prises dans les lois de finances ou de financement de la sécurité sociale. Et seuls 11 milliards sont pris dans des lois ordinaires. Il faut quand même le rappeler, parce que déjà, c'est largement dans les lois de finances que ces questions ont été traitées, Monsieur le Président Arthuis. C'est 11 milliards de trop, mais peut-être que les 57 milliards aussi. Alors, tout est relatif. Non, mais je parle comme Jean Arthuis, veuillez m'excuser, vous savez, je prends des leçons tous les matins avec Jean Arthuis. Alors ensuite, une autre question, place des lois de règlement par rapport à la mesure des écarts entre l'exécution des lois de finances et les normes fixées par la loi 4 d'équilibre des finances publiques. C'est une question. Alors, comment concevez-vous le dispositif de compensation des écarts, tant pour les lois de finances que pour les lois de financement de la sécurité sociale? Et dernière question, ou avant-dernière, parce que j'en ai encore une autre, en ce qui concerne le projet de stabilité, la procédure retenue conduira le Parlement à voter sur un texte sans avoir pu participer à son élaboration et sans que cela aboutisse à son adoption, ce qui est sans précédent. Alors, c'est sans précédent. Bon, mais on peut innover toujours. Est-ce qu'il ne conviendrait pas d'envisager, messieurs les ministres, de permettre au Parlement d'adopter une résolution, sans mettre en cause la responsabilité du gouvernement, sur le modèle des résolutions de l'article 88.4 ? Dernière question, en ce qui concerne, on renvoie beaucoup de choses à la loi organique. Moi, je pense que les faits qu'on puisse déroger, pour des raisons... Vous savez, la loi fondamentale allemande est extrêmement précise, puisqu'il dit « circonstances exceptionnelles ne dépendant pas du gouvernement » ou « catastrophes naturelles ». Et ils encadrent strictement, et donc c'est bouclé. Est-ce que... Une question, parce qu'on renvoyait à une loi organique, moi je suis d'accord sur les modalités, c'est le rôle d'une loi organique, mais sur les principes de dérogation éventuelle à la loi cadre, est-ce que ça ne devrait pas figurer dans la Constitution? Voilà. On prend les autres questions des présidents? Comme... Oui, vous préférez? Je sais pas, ça va peut-être se recouper. En plus. Comme vous voulez, comme vous voulez. Monsieur le Président Arthuis. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Messieurs les ministres, de venir nous faire partager vos convictions sur la nécessité de tendre vers l'équilibre de nos finances publiques.
et car nous sommes tous attachés à la souveraineté nationale. Le président de la République est lui-même garant de l'indépendance nationale, et à n'en pas douter, tout excès d'endettement public peut remettre en cause de façon sévère cette indépendance nationale. Et le texte qui nous est proposé aujourd'hui reprend pour l'essentiel les conclusions du groupe de travail qu'a présidé Michel Candesu, groupe au sein duquel Philippe Marigny et moi-même avons participé. L'idée de faire des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale le cadre exclusif des dispositions de nature fiscale et sociale mettant en cause les finances publiques nous paraît aller dans la bonne direction. Et le principe d'une loi cadre pluriannuelle pour encadrer le niveau des recettes et des dépenses afin de tendre vers l'équilibre nous paraît également une bonne orientation. Et le texte tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale nous paraissait pouvoir faire l'objet d'une approbation. Mais je mesure à quel point la contribution de la Commission des lois est essentielle pour parfaire la rédaction du texte. Si donc il devait y avoir une procédure d'amendement, nous aurions sans doute quelques propositions qui viendraient en complément des propositions de la Commission des lois. Ce qui nous paraît très positif dans le texte soumis au Parlement et appelé à porter réforme de la Constitution, c'est qu'il nous apporte un ensemble de règles de procédure et que nous avons sans doute besoin de ces procédures pour éviter l'embardée des déficits publics. Alors, moi j'aurais une seule observation à faire et Philippe Marigny complétera, c'est à propos de l'article 1er où l'on dit, et l'expression en soi est parlante et pédagogique, on fixera un plancher de recettes et un plafond de dépenses. Et en disant cela, en parlant d'un minimum de recettes et d'un maximum de dépenses, on en vient à une pure règle de solde effectif, ce qui serait sans doute risqué au plan du fonctionnement. Donc, ce que nous avions retenu dans la commission Candesu, c'était non pas un minimum de mesures de recettes, mais c'était un plancher de mesures nouvelles de recettes. Et donc, si nous avions un amendement à proposer à cet article 1er, ce serait d'évoquer un minimum de mesures nouvelles de recettes. Je voudrais enfin interroger le gouvernement sur la loi organique qui ne prévoit pas d'encadrement des hypothèses macroéconomiques. Il pourrait y avoir là une difficulté, car si le gouvernement et si le Parlement retenaient des hypothèses macroéconomiques excessivement optimistes ou volontaristes, il pourrait y avoir un empêchement majeur à respecter la trajectoire de solde. Ceci n'est pas prévu, mais peut-être qu'on pourra, à l'occasion du débat en séance publique, apporter quelques éléments substantiels pour que personne ne se méprenne, et notamment le Conseil constitutionnel. Ayant dit cela, je vais laisser la parole au rapporteur général de la Commission des finances. Nous sommes co-rapporteurs parce que nous avons participé ensemble aux travaux Candesu. Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les ministres, chers collègues, tout d'abord, je voudrais réaffirmer l'opportunité et la nécessité de cette révision constitutionnelle. Il s'agit pour notre pays de se doter
de règles du jeu au plus haut niveau de son ordre juridique et en quelque sorte pour nous protéger contre nous-mêmes. J'oserais dire cela. Ou pour dire les choses différemment, pour que nos engagements de convergence soient des engagements véritablement portés par l'ensemble du pays, que cela reflète un effort partagé, quels que soient au demeurant les données techniques des politiques à en déduire. Je pense que l'on aura observé que le texte de la révision constitutionnelle, même s'il n'est pas parfait aux yeux de notre excellente commission des lois, mais je ne sais pas s'il est des textes qui puissent lui sembler parfaits dans le monde où nous vivons, mais ce texte, cette révision constitutionnelle, n'aborde pas le fond des choses et demeure texte de procédure. Et c'est peut-être ce qui rend la mise au point particulièrement délicate, car le diable est dans les détails et la procédure est affaire naturellement complexe. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de dire que les décisions qui impactent le solde des finances publiques doivent être prises dans des lois qui sont précisément faites pour approuver ce solde. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de finances rectificative? C'est une loi qui crée des charges, des ressources et surtout qui présente le tableau d'ensemble, c'est-à-dire la rectification du budget initial en tenant compte des éléments que l'on ajoute ou retranche. C'est à la vérité la seule vertu d'une loi rectificative, c'est de conduire à voter une nouvelle fois le tableau d'équilibre général. Et parmi les quelques petites mesures à 11 milliards d'euros, je n'ai pas vérifié le total, qui ont été opportunément évoquées tout à l'heure par le président Jean-Jacques Hyest, il y a par exemple la fixation du taux de TVA dans la restauration. On est d'accord, donc ça fait plus de 8 à part cette bêtise. Ah oui. Mais je n'exprimerai pas de jugement de valeur. Bon, je crois que la Commission des finances a suffisamment dit et écrit sur ce sujet, mais simplement, sans doute était-il regrettable, et quelle que soit notre opinion sur le fond, mes chers collègues, nous pouvons y réfléchir, de n'avoir pas voté cette mesure avec le tableau d'équilibre général, n'est-ce pas? Ensuite, il est indiqué que les lois de finances et lois de financement, leurs sœurs jumelles, doivent être en quelque sorte encadrées par des textes pluriannuels. Loi cadre de programmation des finances publiques, doivent être conformes. Et qui dit conforme dit qu'un arbitre doit dire ou ne pas dire la conformité. Qui est cet arbitre? Comment le saisit-on? C'est le Conseil constitutionnel et ce sont en effet les dispositions votées à l'Assemblée nationale qui mettent le Conseil constitutionnel en capacité d'arbitrer. Voilà sur le fond. Pour la Commission des finances, comme l'a dit le président Arthuis, c'est bien l'essentiel. Et de ce point de vue, l'équilibre auquel nos collègues de l'Assemblée nationale sont parvenus nous semble être un bon équilibre. Et c'est pourquoi, en ce qui nous concerne, il ne nous semble pas absolument indispensable d'amender ce texte. Maintenant, que ce texte ne soit pas parfait, dans le monde imparfait où nous vivons, c'est tout à fait certain. Qu'il soit possible de l'améliorer, c'est tout à fait certain. Et si cet effort d'amélioration est entamé, naturellement, nous nous efforcerons de notre côté d'apporter notre pierre pour que ces améliorations soient les plus satisfaisantes possibles. Donc, sans entrer vraiment dans le détail des choses, je dirais qu'une démarche d'amélioration nous conduirait à préciser certaines questions de délai d'examen, et qu'une telle démarche
nous conduirait à préciser certains aspects du contrôle de conformité aux lois cadres. Est-ce l'ensemble, loi de financement de la sécurité sociale, qui doit faire l'objet d'une saisine automatique? S'agit-il seulement des lois initiales, qu'elles soient de finances ou de financement de la sécurité sociale? Que se passe-t-il en cas de non-conformité? Quelles sont les sanctions? En cas de non-conformité, considérerait-on qu'il y a par là même, de ce fait même, inconstitutionnalité? Et bien sûr, tous ces aspects doivent être précisés. Ils peuvent l'être, à mon sens, par les travaux préparatoires, comme ils pourraient l'être si l'on voulait absolument tout graver dans le marbre par le texte lui-même. Enfin, il me semble que l'on pourrait aussi apporter des précisions sur les conditions de vote des projets de programme de stabilité. Et je terminerai en évoquant la notion de règle de gestion des finances publiques qui doit recouvrir les principes structurants, les principes permanents et ce qui nécessite sans doute une définition du contenu de cette catégorie. Voilà, Monsieur le Président, quelques réactions. Encore une fois, permettez-moi de le redire, le texte voté à l'Assemblée nationale me paraît être un bon texte et un bon compromis entre les approches des différentes commissions de l'Assemblée nationale. Je crois que nous pouvons saluer le travail de qualité qui a été fait par nos collègues députés. Incontestablement, surtout quand on lit que le Conseil constitutionnel examine la conformité à la Constitution des dispositions qui méconnaissent le domaine réservé à la loi et au règlement. C'est vrai que c'est une formule qui peut rester dans une Constitution, mais franchement, peut-être que la Commission des lois est perfectionniste, mais il s'agit quand même de la Constitution. Lisez ce qui a été écrit, franchement. Monsieur le rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, merci. Messieurs les ministres, messieurs les présidents, mes chers collègues, vous permettrez deux, trois remarques avant de m'interroger sur deux points qui résultent de l'examen auquel nous avons procédé de ce texte et pour lequel nous sommes saisis au niveau de la Commission des affaires sociales pour avis. Je ferai une première remarque en direction du gouvernement pour émettre un regret. C'est qu'au moment où le groupe de travail, où la commission, le groupe Consus est mis en place, c'est que la Commission des affaires sociales du Sénat, à travers son président et son rapporteur, n'ait pas été associée à ces travaux. Je crois qu'on ne peut pas considérer qu'il y ait une loi de financement qui est la variable, qui pourrait être considérée comme la variable d'ajustement de la loi de finances. Je pense que c'est ni dans l'esprit du gouvernement, ni dans l'esprit des deux commissions, des présidents et des rapporteurs. Donc j'émets ce regret qui ne change rien au stade où nous en sommes, mais je pense que si nous l'avions fait ensemble, ça aurait été cette réflexion préférable. Sur l'état des lieux ou le diagnostic, nous le partageons totalement sur la situation donc des finances publiques, du point de vue des finances de la sécurité sociale. Je fais remarquer au passage que si la situation financière de la sécurité sociale s'est trouvée dégradée comme celle des finances, c'est bien le résultat, les conséquences de la crise financière qui nous vient des États-Unis, qui a fait doubler le déficit qui est passé de 10 à 20 milliards. Ceci étant, nous ne sommes pas restés sans agir. Le gouvernement est en plein accord avec la Commission des affaires sociales et celle des finances, puisque des mesures fortes ont été prises. Il y a eu la première reprise de dette par la Cades, et puis la seconde mesure, c'était la réforme des retraites. Et justement, la réforme des retraites est un élément qui doit nous éclairer sur les mesures que nous devrons prendre dans le cadre de cette réforme constitutionnelle. J'y reviendrai dans un instant.
Sur les objectifs, donc, nous partageons totalement, et sur les principes tels qu'ils ont été énoncés par Monsieur le garde des Sceaux, il n'y a pas d'opposition de notre part. Je pense que c'est plutôt sur les modalités que nous divergeons et sur lesquelles il y aurait, à mon sens, quelques améliorations à apporter. Alors, bien entendu, sur les modalités, je vais entendre par avance des propos qui vont être tenus, c'est de dire, sur les modalités, on arrivera toujours à s'entendre. Mais s'agissant d'une réforme constitutionnelle, et réforme dans laquelle on veut graver dans le marbre un certain nombre de principes forts, il faut que ces principes soient accompagnés donc de modalités à la fois à travers la mise en œuvre et le contrôle donc des déficits et des soldes par la Commission des finances et la Commission des affaires sociales. Ça m'amène à venir à mes deux interrogations. La première concerne la procédure d'adoption des lois cadres. Dès lors qu'elles définiront une trajectoire qui s'imposera aux lois de finances et aux lois de financement, il me semble qu'il serait utile de prévoir des règles différentes de celles qui sont aujourd'hui appliquées par les lois de programmation des finances publiques. Aujourd'hui, ces projets de loi sont renvoyés pour examen au fond à la Commission des finances et la Commission des affaires sociales n'est saisie que pour avis. Et si nous ne prévoyons rien, il en ira de même pour les projets de loi cadre d'équilibre des finances publiques. Philippe Marini a dit à l'instant même que ce sont deux lois jumelles, mais on s'en est entretenu plusieurs fois, tant avec lui qu'avec le président de la Commission des finances, pour considérer que nous devons travailler de concert et de pair sur ces lois de finances et ces lois de financement. Et dans l'esprit ni de l'un ni de l'autre, il y a pour objectif de faire dominer une loi sur une autre. C'est au contraire, c'est essayer de défendre l'intérêt général et de veiller à ce que l'équilibre des comptes soit au rendez-vous, et nous sommes animés de la même volonté. Donc je souhaite que sur ce point, il puisse y avoir une amélioration qui pourrait s'imaginer, s'agissant donc d'une loi qui ne sera revue que tous les 3, 4 ou 5 ans. On pourrait imaginer la création d'une commission spéciale composée des membres de la commission chargée d'examiner les lois de finances et la commission chargée d'examiner les lois de financement. Une telle commission spéciale permettrait de faire travailler vraiment ensemble les parlementaires spécialistes du budget de l'État et ceux du budget de la sécurité sociale. Et ma seconde question vise le monopole. Sur le monopole des lois financières pour les impositions de toute nature et les recettes de la sécurité sociale. C'est là où j'en viens à la référence à la réforme des retraites. La dispersion des mesures fiscales et des dispositions relatives aux recettes de la sécurité sociale dans une multitude de textes est une difficulté dont la Commission des affaires sociales est consciente depuis longtemps. Toutefois, nous sommes inquiets des conséquences du monopole des lois financières tel qu'il est pour l'instant prévu dans le projet de loi. Ne risque-t-on pas de rendre le travail parlementaire beaucoup plus difficile en scindant toutes les réformes comme cela a été fait pour la réforme des retraites? Peut-on d'ores et déjà sérieusement adopter un projet de loi sur un sujet donné et renvoyer à la loi de finances, à la loi de financement, l'analyse de ses conséquences financières? C'est ce qui s'est passé lorsque nous avons examiné la réforme des retraites. Toutes les réformes importantes risquent à l'avenir d'être découpées en morceaux et nous aurons le plus grand mal à les appréhender dans leur globalité. Je l'ai dénoncé moi-même au moment où nous avons examiné la réforme des retraites, puisque les mesures essentielles étaient des mesures financières. Elles n'ont pas été traitées au moment où nous avons examiné la réforme, mais renvoyées à la loi de finances et à la loi de financement. D'autres solutions sont-elles envisageables? En 2008, je rappelle que notre Assemblée a adopté une proposition de loi organique qui subordonnait l'entrée en vigueur de toute exonération de cotisations sociales à une approbation par la loi de financement, même si la mesure avait été prise dans un autre texte. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une voie qui aurait lieu d'explorer? Il me semble que le minimum serait de prévoir que lorsqu'une réforme comporte des implications financières, elle doit être accompagnée d'un projet de loi de finances ou de loi de financement rectificatif à débattre en même temps que le texte posant les principes de la réforme. D'ailleurs, je note au passage que le gouvernement n'hésite pas, pour la première fois, à envisager une loi rectificative à la suite de mesures qui vont être prises, notamment avec cette fameuse prime de 1 000 €, et où on aura une loi rectificative à examiner. Donc, a fortiori, je pense que lorsqu'on aura à examiner des réformes de l'ampleur d'une réforme des retraites, il me semble qu'une mesure du type de celle que nous proposons m'apparaîtrait tout à fait pertinente. Enfin, je terminerai pour faire allusion à la procédure d'irrecevabilité qui a été votée à l'Assemblée. Nous nous interrogeons sur sa cohérence dès lors que l'irrecevabilité serait soulevée de manière facultative
par le gouvernement, mais que le Conseil constitutionnel serait pour sa part tenu de censurer les dispositions qui ne respecteraient pas le monopole des lois financières. Ceci nous a interpellés. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur général. Madame la présidente de la Commission des affaires sociales. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Messieurs les Présidents, chers collègues. Je serai brève parce qu'Alain Vasselle a été particulièrement explicite sur les préoccupations de notre Commission. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que ce projet de loi constitutionnelle, s'il est un outil de maîtrise de nos finances publiques tout à fait intéressant, ne devrait pas constituer un nouvel instrument de parlementarisme rationalisé. Je m'explique. En mettant bout à bout l'article 40 de la Constitution, l'interdiction des cavaliers budgétaires et des cavaliers sociaux, et en ajoutant le monopole des lois financières en matière de recettes de l'État et de la sécurité sociale, tel qu'il est prévu, nous risquons de rendre impossible toute discussion cohérente et argumentée de réformes qui nous sont proposées. D'autres solutions ne méritent-elles pas d'être examinées, qu'il s'agisse des lois de prélèvement obligatoire proposées par Gilles Carrez ou de la validation des mesures prises en cours d'année par les lois financières telles que l'avaient proposé Nicolas About et Alain Vasselle en 2008. Il me semble très important de faire en sorte que la volonté de maîtrise de nos finances publiques ne conduise pas à brider un peu plus le Parlement. La question de la procédure d'adoption des lois cadres d'équilibre des finances publiques est essentielle pour la Commission des affaires sociales. La fixation de normes pluriannuelles s'imposant à la loi de finances comme à la loi de financement ne peut se faire que dans le cadre d'un travail commun entre les commissions compétentes pour examiner ces deux lois. Je soutiens donc l'idée de prévoir la constitution d'une commission spéciale pour l'examen de ces projets de loi. Je m'interroge par ailleurs sur la procédure qu'a retenue l'Assemblée nationale pour l'examen des projets de programme de stabilité. Elle a en effet prévu le renvoi du projet de programme, je cite, pour avis à l'une des commissions permanentes. Cela signifie-t-il, et ce serait singulier, que les autres commissions ne pourront pas donner d'avis? Si, à l'inverse, les autres commissions peuvent donner un avis, à quoi sert cette mention? Je vous remercie des explications que vous pourrez nous apporter. Merci. Le ministre du Budget. Bien, merci Monsieur le Président. Nous allons faire ça en deux temps. Le garde répondra sur les autres sujets. Je vais essayer d'aller à l'essentiel sur les différents points qui ont été soulevés et qui sont évidemment des points fondamentaux. D'abord, Monsieur le Président Hyest, vous avez évoqué à la fois l'application de l'article 40 et d'autre part l'application ou la faible application de l'article 41 sur la recevabilité par le Président de l'Assemblée ou par le gouvernement qui a toujours la faculté de saisir sur le caractère recevable ou pas de nature notamment réglementaire. Moi j'ai le souvenir, notamment au moment du débat sur les retraites, mais version Raffarin, pas la récente réforme, qu'il y a eu de la part du président Debré à l'époque, président de l'Assemblée nationale, une saisine sur plusieurs milliers, puisqu'il y avait une espèce de phénomène de gremlins, ces amendements s'étaient reproduits avec juste des petites gouttes d'eau, et comme c'était les mêmes, on était monté à plusieurs dizaines de milliers. Il y avait eu une forme presque d'instinct de survie dans la qualité du débat parlementaire, où le président s'est appuyé sur le 41. Donc l'histoire récente a montré que ça pouvait être utile, ça a été efficace, et d'ailleurs, il faut dire, ça avait dissuadé un peu une partie de la flibusterie de l'époque de poursuivre son avantage et de poursuivre non pas sur 3 semaines de débat, mais sur 3 mois ou sur 4 mois, donc ça avait stoppé de net, ce 41 existe. Il faut bien voir que l'équilibre général obtenu autour du 41 est le fruit d'une très longue discussion entre la Commission des finances à l'Assemblée, le rapporteur général du budget et votre homologue, Monsieur le Président, à la Commission des lois. C'est un élément de réponse à Madame Dini sur la problématique de la loi de prélèvement obligatoire. Disons les choses comme elles sont, la loi de prélèvement obligatoire conférait, sous l'impulsion du rapporteur général, un tel pouvoir dans l'organisation du travail parlementaire que la réaction n'a pas été réservée de la part du gouvernement, mais elle a été presque bloquante de la part des autres commissions et des autres présidents de commission, ce qui peut se comprendre quand on a une culture parlementaire. Et ainsi, nous avons oublié la problématique de la loi de prélèvement obligatoire et nous sommes allés sur
une déclinaison élargie de l'article 41, passant, comme vous l'avez dit, de l'irrecevabilité à l'inconstitutionnalité, notamment dans le cadre du monopole des lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Donc, pour répondre à ce premier point, Monsieur Hyest, ça a existé, il est élargi, c'est de notre point de vue un bon équilibre, parce qu'il atteint l'objectif que nous souhaitons, parce que je le rappelle, nous sommes dans un contexte de crise budgétaire, de disette budgétaire, d'exigence d'objectifs intangibles de réduction de nos déficits publics. Nous avons des rendez-vous. Ces rendez-vous nous emmènent au moins jusqu'en 2014, puisque je rappelle que la France a fixé à 2% le niveau de déficit en 2014, que l'Allemagne s'est dotée d'une règle d'or, qu'il suffit de regarder autour de la France ce qui se passe actuellement. Je ne parle même pas de la Grèce, je ne parle même pas de l'Espagne, je pense aux mesures en Grande-Bretagne, je pense à l'Irlande, je pense à ce que les agences de notation sont en train d'organiser en termes de regard des investisseurs sur la Belgique, sur les États-Unis ou sur l'Italie. Il me semble que la démonstration est faite que nous avons besoin de nous doter de façon méthodique d'outils qui trouvent le juste équilibre entre le respect de l'initiative parlementaire et en même temps l'objectif affirmé par la France d'atteindre l'équilibre budgétaire. L'article 41 est un bon équilibre, nous sommes satisfaits et nous sommes félicités de la qualité du débat. Sur la partie initiative parlementaire, là je vais aller à l'essentiel. Vous avez évoqué l'article 72.2 de la Constitution, notamment pour tout ce qui concerne le transfert de compétences. En réalité, c'est déjà le cas, car toutes les mesures qui portent sur les collectivités territoriales sont déjà examinées dans les lois de finances, pas la loi de financement de sécurité sociale, mais les lois de finances, et il n'y a pas de difficulté dans la maîtrise de l'ordre du jour de rendre compatible le 72.2 et de rendre compatible également l'application du 41 modifié, puisque si nous serons dans la logique du monopole des lois de finances et des dispositifs fiscaux, mais avec un rang prioritaire pour la Haute Assemblée, puisque ça concerne les compétences territoriales et l'autonomie territoriale. Donc, il me semble que comme c'est déjà le cas, je ne vois pas ce que cette révision constitutionnelle pourrait entraîner comme modification négative pour le Sénat et sa représentativité des collectivités locales. Le troisième point que vous abordez sur le plancher de recettes et le plafond de dépenses, vous avez raison de dire, et je soutiens pleinement votre position, que une très large partie de l'initiative des mesures dérogatoires en matière fiscale ou sociale est d'initiative gouvernementale. C'est pour ça que dans nos propos liminaires, le garde des Sceaux et moi-même, nous avons insisté sur le fait que les mesures qui sont des mesures plus restrictives, puisqu'il s'agit d'atteindre l'équilibre budgétaire, que nous n'y sommes pas parvenus, que nous avons besoin d'être au rendez-vous de ce que nous avons pris comme engagement vis-à-vis de nos partenaires. Et donc c'est un effort collectif, Parlement et gouvernement, mais que l'essentiel des mesures concernant l'application du monopole s'appliqueront d'abord et avant tout au gouvernement. C'est d'abord le gouvernement qui va se mettre en situation, évidemment, de respecter la Constitution. Le Parlement est impacté de façon marginale. Et je voudrais dire, puisque vous avez abordé ce point, je ne sais plus si c'est vous ou si c'est le président Arthuis, qui est le quatrième point de votre intervention, cette problématique, je le disais aussi dans mon introduction, on a désormais tous les ans un collectif budgétaire. Et le rapporteur général l'a évoqué, il s'agit de stabiliser à mi-parcours l'équilibre général du budget en fonction de l'évolution au cours des 6 premiers mois. Donc nous sommes là aussi dans des rendez-vous qui ne me semblent pas être un horizon du forestier insupportable pour le parlementaire qui aurait envie de s'investir, je ne sais pas, sur la politique de logement, où ça a été évoqué sur la restauration et voir de quelle manière on peut imaginer TVA dérogatoire. Ça a été fait, mais admettons ce cas de figure n'aurait pas existé. Eh bien, il y aurait eu tout à fait la faculté de dire, pour les industries de main-d'œuvre, nous avons besoin d'une politique, et on affirme dans les discours une politique dans un texte, et de se donner rendez-vous 2 ou 3 mois plus tard, au mois de juin, pour voir quelles sont les modalités dérogatoires à imposer dans les lois de finances. Donc, je crois que nous avons quand même 2 rendez-vous désormais réguliers, et le collectif social, je le rappelle là encore, montre que nous pouvons aussi avoir des rendez-vous sur la partie financement de la sécurité sociale. Sur les lois de règlement, j'y suis alloué. Sur le programme de stabilité, je pense vraiment que là, c'est une avancée française qui est importante. Alors vous dites, mais est-ce qu'on ne pourrait pas constitutionnaliser l'idée de résolution? Dans la mesure où la résolution trouve quand même déjà son point d'appui dans les articles constitutionnels, je crois que ce serait, au fond... pas forcément cohérent avec justement le fait de laisser l'initiative parlementaire se dérouler. Nous nous sommes entendus ensemble sur le fait que la résolution
d'initiative parlementaire était la meilleure problématique pour accompagner à travers un vote les propositions du gouvernement. Alors après, on dit, mais il faudrait que le Parlement soit associé aux propositions. Peut-être, mais nous sommes encore sous la Ve République, si je puis me permettre, et l'exécutif a une responsabilité justement dans l'exécution et dans la présentation. C'est déjà une avancée considérable que d'avoir effectué au mois de juillet dernier la présentation du programme de stabilité, certes avec un peu de décalage de 2 mois, et un vote Assemblée-Sénat. Et ce que nous avons vécu au mois d'avril était une avancée, elle, spectaculaire, parce qu'elle me semblait vraiment inscrire durablement dans le calendrier et dans nos méthodes de travail en commun la capacité pour le gouvernement de vous dire voilà où nous en sommes, voilà ce que nous allons dire, voilà quels sont nos engagements. Vous, Parlement, qu'en pensez-vous? Donc un rôle à la fois d'initiative et de contrôle, et ça prend la forme, si la résolution est adoptée, d'un accompagnement majoritaire, et donc ça donne aussi beaucoup de poids au gouvernement. Sur les lois, et c'est le dernier point que vous avez abordé, Monsieur le Président Hyest, la loi organique et le fait de mettre les circonstances exceptionnelles. Je crois qu'il vaut mieux les mettre, en effet, dans la loi organique et les placer avec un parallélisme des formes avec l'Allemagne, moi qui ne me gêne en aucune façon. Les circonstances exceptionnelles, c'est la grande crise mondiale qu'on a vécue, c'est par exemple Fukushima, ça pourrait être d'autres éléments. Ça peut être la sécheresse, encore que là on a déjà des dispositifs, j'espère que ça ne nous entraînera pas sur des situations qui nous amèneraient à déroger à cette évolution, mais nous pouvons parfaitement les placer dans la loi organique, et là évidemment le terrain est très libre pour en parler. Voilà, je me suis efforcé d'aller à l'essentiel sur vos interventions, Monsieur le Président Hyest, nous en avons parlé, vous connaissiez les positions du gouvernement. Monsieur le Président Arthuis, d'abord je voudrais vous remercier ainsi que le rapporteur général d'avoir participé très utilement aux travaux du comité Candesu. Vous avez un rôle majeur dans la définition de ce qui est proposé aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président de la Commission des Finances, vous parlez d'un minimum de nouvelles recettes supplémentaires. Bon. On a trouvé un point d'équilibre avec l'Assemblée. Il me semble qu'à ce stade, ça ne rajouterait pas grand-chose à l'affaire ni à la puissance de cette révision constitutionnelle. Je crois que les lois de finances, année après année, permettront de lister les mesures de recettes nouvelles si nous avions des dégradations, mais nous ne pouvons pas avoir de dégradation puisque nous sommes vraiment rentrés dans une logique vertueuse de réduction de déficit. Donc je pense que cette menace, elle est éloignée pour un certain temps. Ensuite, inscrire les hypothèses macroéconomiques dans la loi fondamentale, alors ça c'est d'autres paires de manches, si je puis me permettre, parce qu'il faudrait s'entendre déjà sur la méthode, sur les objectifs, sur les éléments du consensus, sur quelle base, est-ce que c'est un consensus national, est-ce que c'est un consensus européen, est-ce qu'on s'appuie sur les statistiques d'Eurostat, est-ce que c'est uniquement les statistiques de l'INSEE? Vous savez que l'INSEE change également sa base d'analyse tous les 4 ou 5 ans, on l'a vu encore récemment, donc il me semble qu'il y a trop de part à la subjectivité pour prendre le risque d'inscrire dans la Constitution même des repères. Pour autant, il me semble que la loi organique pourrait peut-être, dans nos débats, définir ce qui pourrait être le minimum de points de repère acceptables pour définir un consensus et qu'on ait peut-être moins de variables de débat lorsque nous présentons les lois de finances. Je voudrais en tout cas vous remercier pour le regard que vous avez porté, jugé par vous-même très positif sur ce texte et sur l'équilibre retrouvé. Je remercie évidemment très chaleureusement le rapporteur général. Chacun sait aussi son implication. Et je partage, pourquoi le taire, pleinement son avis sur l'objectif qui ne me semble pas inatteignable d'avoir un vote conforme, ce qui donnerait une très forte puissance, sans altérer en aucune façon la qualité de recommandation de la Commission des lois, une très forte puissance à l'initiative d'aboutir à un texte qui modifie notre Constitution et qui fixe une règle d'or. Monsieur Vassel, j'ai bien entendu tout ce que vous m'avez dit. Je n'oublie rien de nos débats sur la CADES. Je n'oublie pas non plus l'expérimentation récente du débat qu'on a eu, vous l'avez vous-même cité, sur la loi sur les retraites, où nous avons eu des perspectives avec des objectifs et nous avons eu des modalités dans la loi de financement de la sécurité sociale pour assurer le financement de cette réforme des retraites. Donc nous avons déjà eu l'expérience de ce double schéma d'une loi à vocation large et de mesures
à l'intérieur de cette loi qui ont été décalés dans l'examen pour être examinés dans le cadre du financement de la sécurité sociale. Je pense de ce point de vue, c'est un bon résultat. J'ai bien entendu votre regret de ne pas avoir participé au comité Cantu. Je dirais que c'est derrière nous et qu'il faut en tirer la leçon et l'enseignement. Il est évidemment incontestable, compte tenu du poids du financement de la sécurité sociale, que la commission dont vous êtes le rapporteur soit pleinement associée à tous ces travaux. Ce qui m'amène évidemment à répondre en dernier à Madame la Présidente Dini sur le parlementarisme rationalisé. Moi, pour avoir 20 ans d'expérience parlementaire, je trouve que les deux révisions constitutionnelles, celle de 2008 et celle-ci, sont très complémentaires. Et j'ajoute que c'est une conscience collective d'un temps qui doit être derrière nous. Cette exigence du retour à l'équilibre de nos finances publiques, aussi bien évidemment financement des politiques publiques pour l'ensemble de l'action de quotidien que pour le financement de notre protection sociale, qui représente quand même 1,5 fois le budget de l'État, font désormais partie, où que l'on se trouve sur les bancs de l'Assemblée, des priorités politiques de toute action gouvernementale, de toute action majoritaire, et je dirais même de tout engagement sincère dans le cadre de l'intérêt général de la part des oppositions, quelle qu'elle soit d'aujourd'hui ou qu'elle soit après-demain. Je fixe un terme le plus lointain possible pour évidemment nous encourager à poursuivre notre action. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois vraiment que c'est pas une affaire gouvernement, majorité, opposition. Je crois vraiment que c'est pas une affaire de droite ou de gauche. Je crois profondément que c'est une affaire de responsabilité collective. Tous les gouvernements aujourd'hui, qu'ils soient dirigés par la gauche ou par la droite, sont dans l'obligation de se placer dans cette situation. Monsieur Zapatero, que je sache, est un Premier ministre qui ne partage pas les options politiques du gouvernement auquel nous appartenons. Et pourtant, il s'est mis dans la situation d'offrir des réponses budgétaires, de réduction, de traitement, de retraite, de fonctionnaires. Les résultats sont peut-être ceux-là, mais il faut imaginer la situation si ces mesures n'avaient pas été prises. Bon, je crois que voilà, il faut quand même ne pas oublier l'addition des différentes répliques que nous avons vécues en Europe. Il faut quand même regarder ce qui se passe sur la situation de notre monnaie commune aujourd'hui. Il faut mesurer que l'Europe a mis en place un fonds européen de stabilité financière à court terme et un mécanisme européen de stabilité financière à long terme. Donc la solidarité, la défense de notre monnaie, la préservation de notre modèle social justifie pleinement la défense de ce projet. Merci, Monsieur le Ministre. Contrairement à ce que certains pourraient penser, le droit pour le Sénat d'améliorer un texte déjà parfait de l'Assemblée n'est quand même pas quelque chose qui me paraît, même si on est d'accord avec toute la finalité de la réforme constitutionnelle. Et je tiens à dire que je suis favorable. Mais quand même, parce qu'autrement on peut arrêter tout de suite. Alors pour ceux qui ont encore quelques questions à se poser sur cette révision et qui ne sont pas convaincus qu'il faut voter conforme, eh bien nous pouvons peut-être interroger Monsieur le garde des Sceaux en remerciant encore Monsieur le ministre du Budget de sa présence. Madame Bricq. Vous avez la parole. Elle ne veut pas. À ce stade, je ferai des observations rapides pour ne pas laisser la majorité en tête-à-tête avec elle-même. Elle est déjà divisée. Vous avez parlé des procédures, Monsieur le rapporteur général du budget et Monsieur le Président. Moi, j'utiliserais plutôt une métaphore. Ce texte, ce sont des poupées russes finalement. C'est une loi qui a une ambition constitutionnelle, qui renvoie à une loi organique et qui renvoie elle-même à une loi cadre, donc dont les modalités et le calendrier ne sont pas définis. Donc, ma première interrogation, c'est quelle est la portée effective de cet exercice, je le concède, de procédure, l'opérationnalité du texte. Surtout, nous sommes en 2011. Ça n'échappe à personne. La deuxième observation, le ministre du Budget est parti. Bon, il a invoqué la crise, mais tout le monde sait qu'elle n'explique pas tout dans la dérive des déficits et l'emballement de la dette. On y fera référence dans le débat général. Et quand on regarde le passé,
les 10 dernières années. Vous l'avez fait, Monsieur le Président de la Commission des lois, mais s'il fallait se garder d'aggraver les déficits, je pense qu'il aurait fallu y penser dès 2007. C'était quand même plus convenable, parce que la machine était déjà emballée depuis 2002, la non-préservation des recettes. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais c'est ma deuxième. C'est ma deuxième interrogation. Que ne l'avez-vous pas fait dès 2007? Vous avez pris le chemin contraire. Alors, s'agissant de se garder de nous-mêmes, quelle que soit la majorité qui sera issue des urnes en 2012, puisque et après, bien sûr. Donc, oui, pour les siècles à venir. Mais bon, comme disait Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Mais c'est la dernière observation que je veux faire. Quand on regarde l'évolution récente, nous avons un programme de stabilité. Nous avons un engagement européen de revenir dans les clous d'impact de stabilité. Eh bien, quand on fait le compte, la contrainte est déjà très lourde à l'intérieur de ce cadre, puisque ça a fait dire à M. Trichet, président de la Banque centrale européenne, qu'on était dans une quasi-fédération budgétaire. Et le semestre européen, qui a des avantages, qui donne aux parlements nationaux une sanction au départ, quand on envoie chaque année la programmation, et une sanction au retour de l'examen par la Commission, eh bien, je pense que ce cadre-là, ça veut dire que vous doutez de vous-même. Si en plus vous voulez faire une nouvelle procédure, je l'ai dit, sans portée effective, vous doutez de vous-même pour l'avenir. Parce que si on ajoute ce pacte, ce programme, le semestre, qui donne une petite voix au peuple au travers des parlements nationaux, une toute petite voix, je pense que le compte y est. Et peut-être que vous pensez la même chose que moi, Monsieur le ministre, je vous vois acquiescer. Alors, on continue, si vous le voulez bien. Monsieur le Président Fourcade. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, mes chers collègues, si je suis pleinement d'accord sur l'objectif qui consiste à inscrire dans la Constitution la notion d'équilibre des finances publiques, compte tenu de ce qui se passe depuis 1974, où je fus le dernier à présenter un budget à l'équilibre, ouais, mais qui s'est déséquilibré en 1975, compte tenu du déficit pétrolier, je suis inquiet sur 2 ou 3 formulations du texte. Première formulation, autant il est clair dans le début du texte qu'il s'agit de mettre en œuvre des lois cadres d'équilibre des finances publiques, couvrant à la fois la totalité du secteur public et la totalité de la sécurité sociale. Le fait de dire à la suite, en vue d'assurer l'équilibre des comptes des administrations publiques, il me semble qu'au point de vue juridique pur et au point de vue international, ceci ne couvre pas le financement des intérêts de la dette publique, ni de celle de l'État, ni de celle de la sécurité sociale. Par conséquent, je pense que la bonne rédaction financière, faite par un praticien, consisterait à écrire en vue d'assurer les lois cadres d'équilibre des finances publiques déterminent, etc., en vue d'assurer leur équilibre. Parce que le fait de passer de la notion de finances publiques à la notion d'équilibre des comptes des administrations publiques me paraît réserver un trou qui est celui des intérêts de la dette. Ceci me paraît important, car les intérêts de la dette vont représenter dans les années qui viennent, compte tenu du stock que nous avons, même si nous stabilisons, un chiffre important qui va dépasser 55 milliards dès cette année,
60 l'année prochaine. Par conséquent, il y a là, à mon avis, un problème sur lequel il faut réagir. Deuxième observation, dans le même article, on part de la compensation des écarts constatés et on renvoie ça à une loi organique. Or, tout est là. Tout le problème, c'est la compensation des écarts. Et par conséquent, j'aurais aimé quelques explications sur les mécanismes de compensation des écarts, car s'agit-il, lorsqu'il y aura un écart résultant d'une crise internationale grave, je pense que dans la loi organique, on mettra un mécanisme de clause, bien sûr. Mais dans un mécanisme ordinaire de gestion, s'il y a un écart, est-ce que cet écart sera compensé dès l'année même ? Ce qui veut dire qu'il faudra prévoir des ressources dans le cadre de l'année. Sera-t-il compensé l'année suivante ? Je trouve que cette notion de compensation des écarts dans des conditions qui seront prévues par une loi organique ne sont pas claires. Enfin, troisième et dernier point, je m'arrêterai là, sur l'article 41. Alors, l'article 41 qui prévoit que lorsqu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire aux délégations, et l'Assemblée a ajouté le 20e alinéa de l'article 34, le 4e alinéa de l'article 72, etc., etc. En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l'Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel statue dans un délai de 8 jours. Ça veut dire que le budget et la loi de financement de la sécurité sociale, en cas de désaccord, ne seront jamais votés le 31 décembre. Alors je voulais quand même bien expliquer cette affaire. Il faut en avoir conscience. Ça veut dire que nous poursuivrons, compte tenu des délais donnés au Conseil constitutionnel pour statuer sur un amendement, souvenez-vous, un amendement, ou sur une proposition. Ça veut dire que nous rentrerons dans un mécanisme dans lequel les budgets et les lois de financement seront votés courant du mois de janvier de l'année suivante et qu'il faudra recourir à la merveilleuse technique du 12e provisoire. Remarquez, le gouvernement belge vit aujourd'hui depuis un an avec des 12e provisoires et il ne s'en porte pas mal. Mais je trouve que tout de même c'est dangereux. Donc il me semble, Monsieur le ministre, Monsieur le garde des Sceaux, que ou bien il faut une explication précise sur ces problèmes concrets, ou bien il faut une modification de texte, mais je ne peux pas apporter ma caution et ma garantie à un texte qui recèle de telles imperfections. Alors, on continue. Sur le dernier point, Monsieur le ministre, Monsieur le Président Fourcade, en fait, c'est pour tout amendement qui ne respecterait pas la norme. Donc, c'est pas dans la loi de finances par définition, puisque dans la loi de finances, on peut faire des amendements. Oui. Donc, c'est pour les autres lois qui ne respecteraient pas. Donc, c'est pas au moment de la loi de finances, c'est pas pour le vote de la loi de finances. Ça serait pour une autre loi. Il y a aussi le mot proposition. Oui, les propositions. Ce sont des propositions. Oui, elles peuvent être faites au moment de l'examen de la loi de finances. Oui, puis c'est surtout toutes les propositions de loi. Là. Par contre, je ne sais pas si on s'est tellement rendu compte de ce qui allait se passer. Bon, enfin, tant mieux. Hein, bravo. Hein. On n'en fera plus. Article 40 qu'on va appliquer. Alors, on continue si vous le voulez bien. Il y a Monsieur Collin. Oui, Monsieur le ministre garde des Sceaux. Oui, je suis là. Le projet qui nous rassemble aujourd'hui est pavé de bonnes intentions, comme l'enfer d'ailleurs du même. Dans cette démarche, si j'ai bien compris, la dépossession imposée à la loi ordinaire de la matière fiscale est contraire, me semble-t-il, à notre tradition juridique et politique. C'est le premier point. Les lois des finances sont d'initiative gouvernementale, chacun le sait. Les parlementaires devront donc, j'imagine, attendre une telle initiative du gouvernement, ce qui nous paraît pour créer ou aménager une imposition. C'est politiquement, me semble-t-il, inacceptable et juridiquement choquant. Ne craignez-vous pas, Monsieur le garde des Sceaux, de voir le Conseil constitutionnel appliquer une jurisprudence restrictive au droit d'amendement des parlementaires dans le domaine fiscal? Je vous pose la question, Monsieur le ministre. Bref, nous sommes en présence d'une révolution antiparlementaire dans le domaine fiscal et j'y vois, je ne sais pas si le mot est adapté,
une tutelle inacceptable du Parlement, ou une curatelle, je ne sais pas comment il faut dire. Je m'adresse aux spécialistes. Mais j'aurai l'occasion d'intervenir dans ce débat qui ne fait que commencer lors de la discussion générale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Ministre, moi je ne vois ni l'enfer, ni la tutelle, ni la curatelle dans ce texte, dont j'approuve l'esprit qui vise effectivement à nous doter de garde-fous pour contraindre le législateur à tendre vers l'équilibre des finances publiques. Ceci étant dit, ce texte... Non, mon cher collègue. Oui. Avant tout. Les deux, allez. Ceci est... Les deux. Les deux. Ceci étant dit, ce texte par le budget de l'État, celui de la sécurité sociale, les collectivités locales ne sont pas directement concernées. Ceci étant dit, les mesures qui seront prises pour tendre vers l'équilibre budgétaire ont déjà un impact sur les collectivités locales. Ces mesures ne seront soutenables pour les collectivités locales les plus pauvres qu'à partir du moment où une réforme de la péréquation sérieuse sera adoptée. Le Parlement y travaille, l'Assemblée, le Sénat, les associations. Le texte constitutionnel dit aujourd'hui très peu de choses sur la péréquation, puisque de mémoire, il est indiqué que les lois de finances mettent en œuvre des mécanismes de péréquation, ce qui est quand même, somme toute, assez peu contraignant. Est-ce que nous pourrions envisager, dans le cadre de ce texte, de durcir un tout petit peu cet objectif, justement pour préparer le débat que nous aurons en loi de finances à l'automne, et pour nous assurer que les collectivités locales seront en capacité, notamment les plus pauvres, de suivre l'État dans son effort budgétaire. Madame Deségaux. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, moi, je pense qu'avec ces lois cadres d'équilibre des finances publiques, on crée en fait un instrument juridique nouveau. Il faut avoir quand même conscience de ça, avec un objectif que j'approuve bien évidemment. Et je pense que c'est quand même un changement profond, d'où nos débats, du cadre national de nos finances publiques. Moi, je partage l'avis de François Baroin tout à l'heure, qui a dit que, en fait, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités avec cette affaire, et je le pense vraiment. Moi, je parlerai de majorité. Moi, je dirais qu'en particulier, je pense que toute majorité, avec un tel texte, nouvellement élue, cette majorité, elle devra désormais prendre ses responsabilités et prendre donc une stratégie crédible en matière de finances publiques. Donc moi, j'approuve tout à fait cet élément-là. Ce qui m'interroge, ce qui me pose problème, c'est que dans l'article 1er, dans le texte qui est adopté par l'Assemblée nationale, il a été dit que les lois cadres d'équilibre des finances publiques déterminent pour au moins 3 années. Alors ça m'interroge un peu. Pour au moins 3 années. Ce n'était pas dans le texte initial. Moi, ça m'interroge beaucoup parce que, voyez-vous, qu'on dise ça sur la... Nous sommes dans un quinquennat. Que ça soit sur la durée du quinquennat, aucun problème. Si on applique votre texte, ce texte-là, pardon, de la majorité, de l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'on pourrait avoir une majorité qui fait d'abord 3 ans. Et après, elle ne va pas pouvoir faire seulement 2 ans. Elle va faire 3 ans. Donc, elle est sur la période du quinquennat suivant d'un an. Ça me dérange un petit peu. Enfin, en tout cas, je pense que ça mérite qu'on s'y interroge. Voilà. Si c'est sur le quinquennat, et là, on est dans la logique de ce que vient de dire François Baroin, qui a dit ça impacte d'abord les gouvernements, donc moi je dis les majorités, et donc qui auront donc une responsabilité nouvelle en la matière. Et il faut la prendre sur la durée de leur mandature. Moi, j'avoue que ce 3 ans au moins me paraît, parce que moi, ça ne me gênerait pas qu'on fasse 3 ans d'abord, et après, on ferait 2 ans pour le restant du quinquennat. Mais voilà, enfin, moi, je demande simplement qu'on y réfléchisse, et c'est quelque chose qui n'était pas dans le texte initial du gouvernement, du reste. Monsieur Colomba. Monsieur le ministre, mes chers collègues, oui, d'abord, j'ai bien conscience de l'indignité qu'il y a à un modeste membre de la commission des lois d'intervenir sur un sujet où il y a ici d'éminents spécialistes. Ceci dit, je me demande quand même si les médecins qui ont conduit nos finances dans l'état où elles sont
sont les mieux qualifiés pour prescrire dans les remèdes qui nous permettront d'en sortir. Alors je sais bien, c'est la faute des Américains, c'est la faute des Grecs, c'est la faute de je sais pas quoi. Bon, moi je constate que la politique c'est conduire un pays et je constate l'état dans lequel nous sommes. Personnellement, pour moi l'équilibre ou le déséquilibre budgétaire c'est tout simplement un outil au service d'une politique économique, d'une politique de l'emploi. C'est pas un but en soi. Une politique ne peut pas être définie a priori, mais en tenant compte des circonstances. Tout ça, c'est un débat de fond, mais comme tout le monde peut ensemble à peu près d'accord sur l'orthodoxie qui nous a conduits dans l'état où nous sommes, je n'en débattrai pas plus. Simplement, je voudrais avoir quelques éclaircissements sur la façon dont fonctionne le dispositif que vous nous proposez. Donc les lois cadres vont s'imposer aux lois de finances et aux lois donc, de la sécurité sociale. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elles ne seront pas respectées? Lorsque, au moment des lois de règlement, on s'apercevra que c'est pas ça, que les minima ont été dépassés ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous nous dites qu'il y a des compensations. Et la définition de ces compensations est renvoyée à une loi organique. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques précisions sur ces mécanismes, enfin en tout cas quelques idées, parce que je pense que vous en avez. Comment ces compensations vont-elles avoir lieu? Par exemple, si on constate que le déficit est dû à un défaut de rentrée, une insuffisance de rentrée fiscale, parce qu'on connaît une période de ralentissement économique, une période de crise, on n'est pas à l'abri de ça, loin de là. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente les impôts pour pouvoir boucler le déficit. On fait quoi? Voilà, je veux dire que c'est... Enfin, disons, vouloir régler ces problèmes délicats qui sont de pilotage de la machine économique à partir de lois de finances, voire dans la Constitution, ça me paraît complètement à côté du problème, et même, on cite régulièrement les Allemands, etc., mais en Allemagne, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché, et ça marche de moins en moins. Bon, il suffit de regarder les chiffres. Bien. Alors donc, est-ce que c'est vraiment la voie dans laquelle il faut aller? Effectivement, comme disait le rapporteur général du budget, la République, c'est la vertu, mais la première vertu, ce serait peut-être celle des parlementaires et celle des gouvernements de s'y tenir. Et s'ils font des budgets, de s'y tenir. C'est pas parce qu'on leur a mis dans la Constitution que ça changera grand-chose. Monsieur Dassault. C'est à vous. C'est à vous, monsieur le président Dassault. Voilà, deux petites questions. Est-ce que vous considérez que l'équilibre budgétaire dont on parle est un équilibre à 3% ou à 0%? On parle d'équilibre budgétaire et on parle d'opérations de communauté. Alors, je voudrais bien savoir si c'est 3%, parce que 3%, ça fait quand même 60 milliards de déficit. C'est quand même considérable, ou si c'est 0%. Je préférerais 0%. Deuxièmement, il y a une chose que je ne vois pas, c'est on ne parle jamais du remboursement de la dette, qui est de 1500 milliards. Et si on mettait 15 milliards par an, ça ferait 100 ans pour rembourser la dette. On va peut-être quand même commencer. Alors, on ne parle jamais du remboursement de la dette. Alors, est-ce qu'on va parler un jour? Est-ce qu'on va rembourser la dette? Commencer à la rembourser? On me dit que le rembourse fait qu'on emprunte immédiatement pour compenser, mais ça veut dire qu'on ne change rien et on augmente la dette par ailleurs. Donc, comment est-ce qu'on réduit la dette qui continue à s'augmenter chaque année? Et puis, il y a par exemple quelque chose qui me plaît bien là-dedans. Le résultat me plaît, parce qu'une équipe budgétaire, c'est fondamental. On dit quelque part qu'on vote chaque année un maximum de dépenses. J'aimerais bien qu'on commence tout de suite par ça. Parce que je rappelle que lorsqu'on votons le budget en novembre,
il y a un vote, un maximum de dépenses, et que ces dépenses sont augmentées chaque année ou chaque mois par le gouvernement qui invente des dispositions nouvelles qui coûtent plus cher et qu'on ne compense évidemment pas par des recettes. Donc si déjà on impose à tous les pauvres parlementaires de ne pas faire d'amendements qui augmenteraient les dépenses sans avoir de recettes, j'aimerais bien que le gouvernement aussi prenne aussi ses dispositions pour lui et n'augmente pas chaque mois, chaque fois qu'il invente quelque chose, on augmente ceci, on augmente les subventions, on augmente cela, et ça augmente les dépenses. Et ça n'augmente pas les recettes, on augmente le déficit de l'année. Voilà, merci de ces réponses. Merci de la pertinence et de la brièveté de vos questions. Alors, Monsieur Daudigny. Et puis après, on demande au garde des Sceaux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une question précise relative donc aux nouvelles lois d'équilibre en matière sociale, loi 4 d'équilibre des finances en matière sociale. Pour ce qui est de la sécurité sociale, le rapport indique bien que le champ couvert est plus large que celui des lois de financement, puisqu'il correspond aux administrations de sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale, c'est-à-dire non seulement les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, mais aussi l'assurance chômage et les régimes complémentaires obligatoires de retraite. Alors, n'y a-t-il pas dans ces dispositions menace d'effacement du rôle des partenaires sociaux si des objectifs de dépenses sont fixés ainsi de façon contraignante, donc par exemple à l'UNEDIC? Merci. Merci. Alors, Monsieur le garde des Sceaux. Eh bien, Monsieur le Président, je vous remercie de bien vouloir me donner la parole. Je suis naturellement indigne de répondre à toutes les questions que vous me posez, parce que je n'ai pas votre science, mais je vais quand même essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Peut-être, avant de rentrer dans les détails des questions, rappeler quelle est la finalité de cette réforme. Je crois que M. Baroin l'a fort bien dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas, je veux reprendre l'expression que Mme Bugueddini a utilisée tout à l'heure, ce n'est pas une opération de parlementarisme rationalisé. C'est bien plus que cela. Le parlementarisme rationalisé, c'est entre les deux guerres, les théoriciens, que ce soit Birkin Gedzewicz ou Karin Malberg, ils voient quoi? Ils voient la République parlementaire qui est incapable de répondre à la montée des périls et essaye de rationaliser le rôle du Parlement. Aujourd'hui, il s'agit de discipliner l'ensemble des pouvoirs publics. Et que la discipline contenue dans ces textes, elle s'adresse d'abord et peut-être avant tout au gouvernement. Personne ne le plaint dans cette affaire, le gouvernement, mais c'est quand même la vérité. Parce que c'est aussi le gouvernement qui utilise ces techniques ou qui les laisse être utilisées. Donc la discipline, elle est bien sûr pour le Parlement. C'est évident, mais elle est aussi pour le gouvernement et je crois qu'il faut que l'on en ait pleinement conscience. Il s'agit tout simplement de se doter, et je le dis pour Mme Bricq, d'outils de maîtrise des finances publiques dans la durée et c'est important, même à la veille des élections. C'est la raison pour laquelle moi j'ai apprécié le début de l'intervention du président Collin. Pas duré, hein. C'est-à-dire qu'après, j'ai plus bien compris. Mais comme je le connais bien, je suis sûr que ce qui l'intéressait, comme toujours, c'est le début de son intervention. Et je cite le président Collin qui a dit ce qui nous rassemble aujourd'hui. Eh bien, ce qui nous rassemble aujourd'hui, et je suis heureux que le président Collin ait dit nous rassemble, c'est-à-dire tous, quelles que soient nos options politiques, c'est de doter notre pays d'instruments, certes de procédures, mais d'instruments qui vont nous permettre de juguler les déficits. Alors, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment? Il faut bien, puisque Mme Bricq nous a rappelé que c'était pas le bon moment, c'est vrai, il y a eu un moment privilégié, c'est entre 1998 et 2000, 3 ans de croissance à 3%, c'était le moment où il aurait fallu faire ce texte, il n'a pas été fait, et il n'est jamais trop tard pour bien faire, même si c'est un peu plus difficile. Bon, là, vous avez tendu la main, il faut bien que je vous le dise. C'est pour vous montrer que j'ai écouté. Toujours, je crois que véritablement ce sujet est un sujet d'importance et qu'il doit pouvoir nous rassembler tous
au-delà des clivages politiques. On peut discuter des modalités, cela est évident, mais on ne peut pas discuter le principe même de cette autodiscipline que peuvent s'imposer les pouvoirs publics. Je veux dire à M. Fourcade que j'ai bien écouté ces questions. Tout d'abord, je veux le rassurer, l'équilibre des comptes des administrations publiques recouvre bien les intérêts de la dette. Sur la correction des écarts, il s'agit de s'inspirer du système mis en œuvre en Allemagne avec un compte de contrôle et une correction des écarts l'année suivante ou les années d'après. Ce sera au législateur organique d'en décider. Je veux dire, j'ai répondu à M. Collin, donc je remercie de son sens du rassemblement, même si après il a utilisé, mais là c'était probablement un moment de faiblesse, révolution anti-parlementaire. Oh non, 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 non. L'expression est trop forte pour être vraie, et lui-même a eu de la peine à la prononcer, donc je le conseille de supprimer et de garder que l'idée de rassemblement. S'agissant de l'intervention de M. Daillet, qui nous a interrogé sur la réforme de la péréquation. Je ne pense pas, honnêtement, qu'on puisse tout mettre dans la Constitution. Alors, je sais bien que dans certains pays, on peut trouver cela, notamment dans les États, une organisation fédérale. On a failli le faire. Mais on n'a pas été jusqu'au bout. Mais la France est une république une et indivisible. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes relations entre l'État et les collectivités locales. Et je rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, l'obligation pour les collectivités locales d'établir leur budget en équilibre, elle existe. Il n'y a pas besoin de la mettre dans la Constitution. C'est une disposition qui est légale ou réglementaire. Et s'agissant de la péréquation, un premier pas a été fait en loi de finances de 2001 et devrait être précisé en loi de finances pour 2012. Pour Madame Deségo, je crois que la remarque que Mme Deségo a faite est intéressante, mais quand on dit au moins 3 années, ça n'empêche pas du tout de faire une loi de mandature. C'est au moins 3 années, c'est pas au plus 3 années. On peut aller sans problème jusqu'à 5 ans. Mais c'est au moins 3 années et une nouvelle majorité qui s'installe après une élection présidentielle et une élection législative peut naturellement, si elle le souhaite, aller au-delà et fixer le cap pour la durée du mandat du quinquennat. Ensuite, M. Colomba nous a expliqué que c'était ceux qui avaient mis le feu qui essayaient de l'éteindre. Eh bien, c'est faux. Ah oui, c'est complètement faux, mais il le sait aussi. C'est parce que rien n'a été fait. Rien n'a été fait en 1998, quand il y avait une forte croissance. Oui, c'est un peu dur, mais non, mais pas en 2007 non plus. Mais pas en 2007 non plus. Toute politique est le fruit d'une histoire. Et nous le savons bien. Mais vous avez choisi ce terrain-là. Je m'y place. C'est pas le terrain que je préfère. Parce que je suis sûr que sur ce sujet-là, on peut trouver les moyens, de rétablir nos finances publiques. Et c'est quand même un objectif qu'on peut tous partager. Quand l'État est de plus en plus paralysé par le poids de la dette dans son action, le souci qu'on peut tous avoir, c'est bien de libérer l'État en diminuant le poids de la dette, donc des déficits. Alors, il y a très naturellement toute la possibilité, si la conjoncture est mauvaise, de laisser jouer les stabilisateurs automatiques lorsque cela est nécessaire, et le texte permet tout à fait de le faire. Donc tout doit être fait en cours d'année pour éviter que les normes d'évolution des dépenses et des recettes ne soient pas respectées, sinon on recourra à la compensation et des écarts. Alors, je veux dire à M. Dassault que l'équilibre, c'est à 0%. C'est à 0% l'équilibre. C'est pas à 3. Hein. C'est un déséquilibre maîtrisé, 3. Et 0, c'est un équilibre atteint. Donc c'est bien le but qui est poursuivi.
le remboursement de la dette, si on vient à l'équilibre, on fera petit à petit diminuer le poids de la dette. Et je veux dire à M. Daudigny, dès que j'aurai retrouvé le papier que j'ai mélangé avec les autres, mais bon, je vais bien y arriver. Voilà. Les plafonds de dépenses ne s'imposent pas à l'UNEDIC ni au régime complémentaire de retraite, mais uniquement au champ du PLFSS, c'est-à-dire au régime obligatoire de base. Vous ne pouvez donc être rassurés, on ne porte pas atteinte au régime des petites pelotes pour les partenaires sociaux. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les précisions que je suis en état d'apporter à ce moment même de la discussion. J'espère vous avoir convaincu, en conséquence, de soutenir ardemment ce projet et de le voter. Merci, Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le Président Arthuis, vous voulez intervenir sur la période triennale. L'idée, et j'aimerais que vous nous le confirmiez, Monsieur le Ministre, c'est que, comme pour le programme de stabilité, on le vote chaque année, mais chaque année, on ajoute une année supplémentaire. C'est-à-dire qu'on actualise ces 3 années qui glissent dans le temps. Voilà. Alors, Monsieur le Président, si vous permettez. Ah, mais vous avez la parole, Monsieur le garde des Sceaux. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président de la Commission des lois. Je veux dire au Président Arthuis que ce n'est pas l'idée du texte. Il ne s'agit pas d'un triennal glissant. Il va bien falloir quand même faire coïncider. Il y a le programme de stabilité qu'on vote tous les ans. Et il faut bien qu'il y ait conformité entre le programme de stabilité et la prévision triennale. C'est la trajectoire de finances publiques qu'on transmet dans le programme de stabilité. Madame Brick, je vous donne la parole pour qu'on puisse se rappeler que c'est vous qui parlez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, mais attendez. Alors là, le texte est parfait, mais il commence à avoir quelques imperfections. Si on n'est pas d'accord sur les termes, veuillez m'excuser, moi je ne sais plus. Mais moi ça me dépasse complètement là, je dis franchement. Je pense que la question du président Arthuis, a dépassé sa pensée, parce qu'il ne voulait rien enlever à la perfection du texte de cette affaire. Mais je suis obligé de lui dire qu'en l'état, ce n'est pas ce qui a été retenu par l'Assemblée nationale. Mais il faut quand même se mettre d'accord. Voilà. Parce que la loi organique ne pourra pas faire quand même plus que la Constitution. Hein. Bon, écoutez, Monsieur le Président, si vous permettez, au moment où la discussion va commencer au Sénat, on vient avec un texte et une idée. Oui. Je viens de rappeler quelle était l'idée du gouvernement et contenue dans le texte. Après, il y a un débat. Oui. Le débat, on l'a bien compris, ça peut être l'adoption de la formule telle qu'elle est, puisqu'elle a déjà, elle peut avoir 2 sens. Donc, le débat sera fait pour préciser le sens de la formule. Très bien. Je vous remercie, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. Et donc... De ne pas changer la formule, mais de changer de sens. C'est ça. C'est bien. Tiens. Ah oui, je ne vais pas changer la formule, mais changer de formule. Voilà, je répète pour que le président Fourcade soit d'accord avec moi. On garde la formule, mais on change le sens, ça fait un vote conforme. Et ça permet au Conseil constitutionnel de s'engouffrer dans nos incohérences. Bon. Et je crois, mais ça c'est un autre sujet, qui est plus commission des lois, c'est que le temps est fini. La source du droit était une source nationale, et c'était la loi. Et on en a eu encore un exemple aujourd'hui, avec l'arrêt de la Cour de Luxembourg sur la nationalité, et le principe de nationalité, et l'exclusivité nationale réservée aux notaires. C'est désormais terminé, ce qui est un vrai changement profond. Mais nous en aurons d'autres changements de ce type. Et je crois que la globalisation des sources du droit, qui a fait l'objet d'ailleurs du cours de Mme Delmas-Marty au Collège de France cette année, deviendra d'une grande actualité pour les parlementaires et nous invitera tous à un peu de modestie. Décision sur les notaires, oui. C'est la fin de cette audition. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour la revoir, notre site internet publicsénat.fr. À suivre le journal de 19h présenté ce soir par Michel Grossior. Bonne soirée à tous.